sommes-nous arrivés au bout de l'impasse politique? Hervé Morin, avant-hier, dans l'avènement d'une censure, Sébastien Lecornu a demandé à son ministre de l'Intérieur d'organiser des législatives au moment des municipales, si jamais. Et là, voici le spectre d'une dissolution que revient. Est-ce que ça y est, c'est la fin de la récré? Tout ça fait confirmer ce que je dis depuis la dissolution. C'est que Emmanuel Macron aurait dû tirer les conséquences du désaveu du peuple, comme est la lecture de la Ve République et partir. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et donc désormais, on a simplement à gérer... le Premier ministre a à gérer en quelque sorte la survie d'Emmanuel Macron jusqu'en 2027, voulant jouir jusqu'au bout du pouvoir avec cette espèce de narcissisme pathologique qui le caractérise. Vous voulez dire que Sébastien Lecornu est en train de sauver Emmanuel Macron plutôt que sauver la France? C'est une évidence. Quand vous avez un budget dans lequel vous mettez 40 à 45 milliards d'impôts supplémentaires, si on fait financement de la Sécu et budget de l'État, des dépenses publiques supplémentaires, un déficit qui va être à 5,3-5,4%, où se situe la stabilité qui est le moteur de la soi-disant négociation permanente d'un budget qui est de plus en plus un budget socialiste. Et très franchement, Sébastien Lecornu est un ami, donc ça me fait de la peine de dire ça, mais c'est la misère de la politique auquel on assiste aujourd'hui, la comédie. Et je dis aux parlementaires, j'ai été député 20 ans, j'ai été président de groupe, j'ai voté la censure du gouvernement Villepin, donc je sais ce que ça représente tout ça. C'est pas des décisions faciles. Mais je dis aux députés, notamment de ma famille politique, des Républicains de droite, je leur dis, mais ayons d'abord le référentiel de ce qui est bon pour la France et non pas de se poser la question de savoir si je vais rester député de ma circonscription. Et donc, c'est la misère de la politique auquel on assiste aujourd'hui. Et je leur dis, n'ayez pas peur. Il n'y aura pas de dissolution. Et il n'y aura pas de dissolution. Vous en êtes certain? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le jour de la dissolution, combien de macronistes reviennent? 10, 15? Un président de la République, un président de la République qui est à 12, 13, 14% d'opinion favorable. Ils reviennent à 15, à 20. Je suis même pas sûr qu'ils seraient capables de faire encore un groupe. Bon. Et deuxièmement, s'il fallait... Pardon, excusez-moi, laissez-moi finir. Juste 2 secondes. S'il fallait qu'il y ait dissolution, la dissolution serait bien sûr un échec pour le pouvoir en place. Et derrière, qui reste en première ligne? Qu'y a-t-il? Il n'y a plus qu'Emmanuel Macron. Donc Sébastien Lecornu et sa tentative, elle est simplement le bouclier pour protéger pendant encore un an l'exercice d'un pouvoir factice qui est celui du président de la République. Vous disiez que le Premier ministre est l'un de vos amis, mais est-ce que ce n'est pas l'échec de sa méthode? Mon ami personnel. Ouais, l'échec de sa méthode, parce que il voulait rechercher le consensus, il l'a trouvé difficilement en lâchant tout sur le budget de la Sécu. Manifestement, sur le budget de l'État, on n'y arrive pas. Sur le Mercosur, plusieurs groupes d'opposition ont déposé une motion pour le censurer. Est-ce qu'il a raté le coup? Et parce que il était naïf. C'est mentir aux Français que d'évoquer que c'est d'assurer la stabilité de la France. En fait, cette situation politique génère l'instabilité. C'est ça la réalité. Elle génère l'instabilité, elle génère l'impuissance. Par la volonté d'un seul homme qui est Emmanuel Macron? Bah oui. Mais par la réalité peut-être du pays aussi. C'est-à-dire l'instabilité, c'est aussi le fait qu'il y a globalement, dit-on, 3 blocs, peut-être 2,5. Je vais vous dire il n'y a pas de consensus aujourd'hui comme il y en a eu autrefois. Mathieu Bocoté, je peux vous dire une chose, c'est que le lendemain d'élection présidentielle, il y aura, sauf si le président ne peut pas le faire parce qu'il y aura eu une dissolution avant, mais il y aura une dissolution et je peux vous garantir une chose, c'est que le président de la République qui sera élu, il aura une majorité, mais alors vague, massive. Quel qu'il soit? Je suis sûr de ça. Les Français diront, on avait les sondages, mais... Oui, les sondages... Les sondages se sont parfois trompés. C'est vrai. Les sondages, on a vu Édouard Balladur élu... Donc si le RN l'emporte, majorité nette RN, si de la droite classique l'emporte, majorité... Et si Mélenchon l'emporte? Là, je ne peux pas croire un seul instant que la France et les Français aient perdu tellement leur repère qu'ils puissent mettre à la tête du pays celui qui serait, lui, un vrai danger pour la démocratie. Hervé Morin, je saisis la balle au bond. Ce n'est pas tous les jours que je fais ça au grand rendez-vous. Vous venez de dire que Sébastien Lecornu est votre ami personnel.
Oui, c'est vrai. Vous voyez la caméra, là, celle qui est allumée rouge, là? Laquelle? Là, celle qui est allumée rouge, ouais. voilà. Ben, adressez-vous à Sébastien Lecornu et dites-lui ce qu'il doit faire aujourd'hui. Mais je le lui dis, je dis simplement à Sébastien Lecornu qu'il y a des principes qui sont des principes intangibles. Ça a été un mec de droite qui a fait, dont la référence politique a été celle du général de Gaulle. Et donc je dis simplement, il y a un moment, il y a le sens de l'intérêt. Il a trahi ses idées. Il y a le sens de l'intérêt. Il y a le sens de l'intérêt de l'État. Il y a le sens de l'intérêt des Français. Et qu'à ce titre-là, on ne peut pas accepter des budgets qui deviennent des compromis, qui soient néfastes au pays. Est-ce que le budget qui sera voté sera bon pour l'économie française? Est-ce qu'il sera bon pour le pouvoir d'achat de nos budget compatriotes? bon pour l'économie française était possible et même imaginable dans la configuration actuelle. Surtout avec une classe politique, tout le monde, à gauche, à droite, au centre, ils veulent tous en dernière instance de nouvelles dépenses. C'est bien ce que je vous dis. Même dans votre famille politique, si je peux me permettre. Ah mais je suis très critique sur le positionnement de mes amis politiques au sens les républicains et la droite en général, parce qu'il aurait fallu voter la censure. Vous en voyez un dans la classe politique qui est pâté de fiscalité aiguë? Oh bah si, il y en a quand même. David Lisnard, avec qui je travaille, Bruno Retailleau, pour lequel j'ai aussi beaucoup d'estime. Ces gens-là ne sont pas des fiscalistes dingues du prélèvement. Et tous ces gens-là, si on écoute Éric Ciotti, devraient s'unir. Il le dit encore ce matin dans le journal du dimanche. Non, ce qu'il nous faut. L'union des droites, c'est la seule solution? Mais l'union, c'est quoi? C'est l'union dans la vassalité? Non, c'est l'union, ça passe par un élément simple, c'est une primaire qui rassemble le maximum de candidats, une primaire bien sûr complètement ouverte, comme ce qui a été la prime de où à où? Comme vous dites de CNAFO à Darmanin, voilà. Bon, vous arrêtez à Darmanin? Oui, je ne sais pas si c'est Darmanin. Enfin, vous n'allez pas plus loin dans le bloc central? Je ne sais pas où ça va, parce qu'on ne sait même pas qui est candidat. Bon, enfin, bref, ceux qui reposent sur l'idée d'une économie sociale de marché. Allez, voilà, arrêtons ça comme ça. Alors, 77% des Français sont pessimistes pour l'année à venir. C'est un sondage, c'est ça les pour... plus pessimistes d'Europe. Europe 1, JDD et CNews, exactement, 77% sont pessimistes. C'est le cas des agriculteurs. Un tour et puis s'en va. Des agriculteurs qui sont montés à Paris. Ils ont été des centaines à faire des centaines de kilomètres en tracteur à 50 km/h pour monter à Paris, pour crier leur colère. Je crois savoir qu'ils étaient dans votre région, sur le pont de Normandie, sur le port du Havre. Oui, il y a des manifestations un peu partout. Et finalement, ces agriculteurs, les ministres ne les ont pas reçus, sans doute trop honteux de pouvoir leur dire autre chose que c'est plié. Jeudi soir, Emmanuel Macron disait fièrement qu'il s'opposerait au Mercosur, mais en même temps que la signature de cet accord n'était pas la fin de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase? Ça n'est pas la fin de l'histoire, je continuerai à me battre, je continuerai à voir, dit le président de la République, que les engagements demandés à cet accord du Mercosur soient respectés, et notamment justement le contrôle des marchandises. Et tout cela est totalement impossible. Bon, c'est vraiment l'agriculture est un sujet que je crois bien connaître. En plus de ça, c'est une partie de ma vie, une partie de mes racines, donc j'ai beaucoup d'amis agriculteurs avec lesquels je parle beaucoup, qui sont livres ouverts sur leur situation. Aussi bien etc. des gros que des petits agriculteurs. Oui, moi je suis d'une zone de petits agriculteurs, et en Normandie, il y a aussi une agriculture qui est une agriculture des grandes plaines céréalières. Le Mercosur, c'est le totem d'agriculteurs qui n'en peuvent plus de la gestion politique de leur secteur. Et on ne peut plus parler d'une agriculture unique. C'est une erreur grave qui est celle de dire il y a une agriculture en France. Il y a des agricultures. Et il y a une agriculture, je sais que je me fais engueuler par mes copains à chaque fois que je dis ça, qui va plutôt pas mal, disons ça comme ça, qui est celle du nord-ouest de la France, pas trop impactée par le réchauffement climatique. Et une agriculture du sud de la Loire, qui est une agriculture qui souffre, et qui souffre énormément. Et avec une agriculture qui souffre plus encore parce que le réchauffement climatique est en train d'impacter les modèles agricoles. Et je commence à le vivre aussi en Normandie, quand vous êtes dans le sud de l'Eure, quand vous êtes dans certaines plaines de l'Orne, etc. Vous avez aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, des exploitations céréalières qui sont des exploitations qui étaient très performantes il y a 20 ans et dont les résultats sont en train de s'effondrer. Et donc, on ne peut pas avoir une vision monolithique du modèle agricole français. Sauf que tout le monde,
que vous ayez des bons résultats, et moi je connais des copains qui ont des très bons résultats agricoles, ils sont aussi sur le pont de Normandie, ou ils sont aussi au port du Havre. Par solidarité, pour les agriculteurs qui souffrent, qui sont en difficulté, parce qu'ils n'en peuvent plus du modèle agricole. Et vous nous expliquez en substance, Hervé Morin, que c'est pas tant le problème du Mercosur, c'est le problème de la gestion. Voilà, le problème, c'est la gestion de l'agriculture en France. Il n'y a pas une agriculture, il y en a plusieurs. Pour que vos auditeurs, qui ne sont pas forcément du monde paysan, comprennent. Un agriculteur aujourd'hui, c'est une exploitation où vous travaillez 60-70 heures par semaine et on vous demande 15 à 20 heures de papier par semaine. Des contrôles tous azimuts en tout genre. La boîte de pharmacie, des choses, les phytosanitaires. Alors qu'il n'y a pas la réciprocité dans les pays d'Amérique latine, et donc, par exemple. On leur dit conditions de travail des salariés, ça tout à fait normal. Bien-être animal. Conditions sanitaires. Interdiction d'un certain nombre d'insecticides qui sont autorisés dans les autres pays européens. Je ne parle même pas de ce qui est autorisé dans les pays du Mercosur. Et derrière, on leur dit on va y avoir des contrôles. Mais il y aura un contrôle en quoi? En rien. En rien. Et puis parce que les agriculteurs, ils connaissent quand même un peu la musique. Je vais vous raconter l'histoire réelle, hein, sérieuse, des œufs et des cages à poules. Les cages à poules. Oui, puisqu'on n'a plus le droit d'avoir de cages depuis un certain nombre d'années. Et donc l'Europe a dit terminez les cages à poules. Bien-être animal. Les cages à poules ont été vendues. Vous croyez qu'elles sont parties ou à la casse? Pas du tout. Les cages à poules, elles sont en Ukraine ou elles sont dans les pays du Maghreb. Et donc aujourd'hui, quand vous mangez des œufs, alors vous allez me dire, mais non, moi quand j'achète mes œufs, certifiés, machin, c'est ce qui est vrai, il n'y a pas de triche, la traçabilité est parfaite. Sauf que vous avez ce qu'on appelle les ovoproduits. Les ovoproduits, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans la pâtisserie industrielle, vous achetez des bidons de jaune d'œuf ou des bidons de blanc d'œuf. Mais là, ça ne vient pas forcément de chez nous. Et donc, en clair, grosso modo, les fameuses poules qu'on a interdites en France et dans toute l'Europe, elles sont dans les pays d'à côté avec nos propres cages et ensuite concurrence on a revendu notre production. Concurrence notre production. Je prends le Mercosur. Qui va faire le contrôle des conditions d'exploitation et d'élevage en Argentine, au Brésil, etc. Non, mais c'est ça là. Parce que bon, deuxièmement, je prends un autre exemple. Qui va aller contrôler? C'est ça votre question. Qui contrôle? Comment? Où? Quelles sont les sanctions? Mais sur le... alors que l'agriculteur, lui, en France, il est sanctionné tous les matins. Et attendez, je termine. Deuxième exemple, les volailles. On dit, c'est pas très grave, les volailles, on manque beaucoup de volailles, etc. Pardon, monsieur Dupont, mais les volailles. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on va importer, Européens? On va importer du blanc de volaille. Pour les produits transformés ou totalement transformés, là, ce qu'on appelle les produits industrialisés. Là, bon, mais le blanc de volaille, vous savez comment c'est abattu les volailles dans les pays du Mercosur? C'est abattu comme chez nous. Sauf qu'après, ce qui est totalement interdit en France, ils sont trempés dans des bains chlorés. Bon. Qui va contrôler ensuite que ces blancs de volaille qui n'arrivent pas dans la grande distribution chez notre boucher, mais qui va aller contrôler que ces blancs de volaille vont avoir les mêmes systèmes de prescription? On vous entend, mais moi je vais vous poser une question très simple. Est-ce que cet accord avec le Mercosur est bon ou pas pour l'économie française? Il ne peut pas être bon pour l'économie française quand il est inacceptable pour ceux qui produisent pour la France. C'est ça le sujet. Pour nos industriels, même pour les producteurs laitiers, les gens qui font du fromage dans votre région, c'est un bon accord. Je sais qu'il est bon pour le vin, je sais qu'il est bon probablement pour le camembert, mais ce que je veux simplement vous faire comprendre, c'est que celui qui produit du camembert, il produit de la viande bovine. Et que celui qui produit de la viande bovine... Parce qu'il y a un risque d'importation peut-être très limité de viande bovine d'Amérique latine, il faut dire non à cet accord. 99 000 tonnes par an. L'équivalent d'1% de la consommation. C'est rien, 1%. D'accord. Mais alors, monsieur Dupont, vous savez quoi? Vous allez venir avec moi en Normandie. Et vous allez voir. Plaisir. Moi, mon père élevait 120 charolais. Donc, je peux en parler en connaissance de cause. Quand, pendant 30 ans, vous avez été en permanence dans une situation de grande difficulté financière, avec une viande de bœuf qui a quasiment pas bougé autour de 3 € du kilo, et que tout d'un coup, parce qu'il y a moins de production de viande bovine, parce que moins de production laitière,
on passe à 7 euros, 7,50 €. Qu'enfin, pour la première fois depuis des décennies, des éleveurs de polyculture élevage arrivent à vivre correctement de leur métier, avec des prescriptions sanitaires majeures, des contrôles permanents. On leur dit, eh bien, écoutez, les amis, la première conséquence, c'est que vous n'allez pas nous emmerder pour les 90 000 tonnes de viande, produite dans des conditions tout à fait différentes des vôtres. Il y a un jour, ça s'appelle quoi? Vous savez ce que ça s'appelle? Donc c'est non. Ça s'appelle le respect. Mais... Respecter celles et ceux qui travaillent la terre depuis des décennies, souvent de père en fils, de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus d'urbains qui s'installent en agriculture. Mais est-ce que les enjeux... Mais est-ce qu'on peut simplement ne pas considérer que l'agriculture française est sacrifiée pour permettre aux Allemands de pouvoir vendre leurs bagnoles? Il n'y a pas que les Allemands. Attendez, Mathieu Bock-Côté. Quand même. Sur ce sujet, vous noterez deux choses. Premièrement, au-delà des seuls agriculteurs, il y a à peu près 70 à 80 % des Français qui s'opposent au Mercosur. Surtout, Emmanuel Macron a dit qu'il avait l'intention de voter contre. Or, l'Union européenne va néanmoins imposer le traité. Donc, si Emmanuel Macron dit « je vote contre », c'est contre l'intérêt vital de la France. Mais ce traité est imposé néanmoins à la France par la technostructure fédérale européenne. Est-ce que les intérêts de la France ne sont pas sacrifiés au nom de l'Europe? Il y a un autre élément de la colère des agriculteurs. C'est qu'ils ont le sentiment qu'ils étaient en train de se faire avoir par Emmanuel Macron. Mais par l'Europe. Attendez. Oui, et ils voyaient bien que Emmanuel Macron, moi j'ai relu pour l'émission, toutes les déclarations d'Emmanuel Macron, j'ai pu trouver sur le Mercosur. Il a dit tout et son contraire. Tout. Depuis 2018, c'est bien, c'est pas bien, machin, etc. Bon, à la Macron. Bon. Et donc, si vous voulez, ils ont le sentiment, pour ne rester polis, qu'ils allaient encore se faire entourlouper. J'aurais dit autrement si je n'avais pas été sur un plateau de télévision. Et donc, ça engendre une colère considérable. Il aurait fallu bâtir un modèle dans lequel on rentre dans un vrai dialogue, on crée avec les organisations syndicales quelles sont les frontières qu'on ne doit pas dépasser dans le cadre de l'accord. Tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension plus fondamentale? Et en fait, Emmanuel Macron espérait que l'accord du Mercosur, il allait pouvoir le mettre sur le dos de l'Europe et pouvoir se débarrasser de l'histoire. Mais là, en ce moment, la France, Emmanuel Macron, qui parle au nom de la France, dit c'est contre nos intérêts vitaux, on vote contre. Mais l'Europe va l'imposer néanmoins. Est-ce que du point de vue de la construction européenne, la France ici ne sacrifie pas objectivement ses intérêts à l'idéal européen? Bah écoutez, si la messe n'est pas finie, comme le dit Pierre de Villeneuve en évoquant les mots du chef de l'État, ça veut dire qu'il y a la Cour de justice, le Parlement. Est-ce que la France devrait cesser, par exemple, de faire son financement de l'Union européenne en disant désolé, vous votez contre nous, on ne finance plus? Mais à contrario, est-ce que la France a raison contre tous les autres pays européens? Parce qu'à part, la Pologne, il y a la Hongrie, et une poignée. Parce que, M. Dupont, le fait... Ce que tout ça prouve... Il y a des agriculteurs en Espagne, en Italie, il y a des agriculteurs en Allemagne. Ce que tout ça prouve, c'est la faiblesse de la France. La grande puissance agricole qu'était la France peut être piétinée par des pays européens qui, avant, grosso modo, considéraient qu'il y avait des pays qu'on devait écouter et qui, grosso modo, bâtissaient la politique européenne, quels qu'en soient les sujets, qui s'appelaient l'Allemagne et la France et quelques autres. On est tellement faible... Et Emmanuel Macron a tellement été arrogant à leur égard, parce que tout ça, moi je vais souvent à Bruxelles, donc j'entends ce qu'on raconte, dans les au sein de la Commission. Il a tellement été arrogant que là, eh bien, on se retrouve tout seul. On se retrouve tout seul, tellement on apparaît comme le malade de l'Europe. Malheureusement, je suis obligé de dire ça. Et je reviens à mes agriculteurs. Mes agriculteurs en question, ils accepteraient d'autant plus volontiers ce genre d'accord que si on leur permettait de produire. On nous promet depuis des années des simplifications. Elles sont où, ces simplifications? C'est chaque année un peu plus. Et votre ami Le Cornu vient d'en promettre encore. Écoutez, alors on va voir si on peut, par exemple, installer plus facilement un poulailler. On manque beaucoup de volailles en France, puisqu'on consomme de plus en plus de volailles. Est-ce qu'on va pouvoir installer plus facilement un poulailler, alors qu'aujourd'hui, c'est un enfer de plusieurs années pour arriver à obtenir la construction d'un tel bâtiment? Est-ce qu'il faut, en 10 secondes, revoir la politique agricole commune? Ou est-ce que c'est un dispositif qui marche encore aujourd'hui en Europe? La politique agricole commune, elle doit à la fois soutenir les agriculteurs sur leurs revenus, et devenir une agriculture, une politique agricole. C'est le boulot notamment de la région, c'est ce que nous, on essaie de bâtir et qu'on va bâtir avec les organisations agricoles, mais dans un dialogue, un respect, la reconnaissance des autres, de l'adaptation. L'adaptation au réchauffement climatique fait qu'il y a des zones dans lesquelles il va falloir penser l'agriculture autrement. Peut-être plus les grandes cultures,
essayer de revenir à de l'élevage autant que possible. Bref, chercher à aller vers de nouvelles productions. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais clairement, il y a le revenu et l'adaptation. On va parler de Donald Trump dans un instant, et notamment ses velléités de conquérir le Groenland, mais pas que. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a une autre idée. Il va réunir des personnalités comme Christiane Taubira, comme Najat Vallaud-Belkacem ou encore Teddy Riner pour son Haut Commissariat à la diversité et aux diasporas. Vous avez donc les personnalités qui s'affichent à l'écran de CNews, notamment Pape Diaye, l'ancien ministre de l'Éducation. Excellent ministre de l'Éducation. L'écrivaine Leila Slimani. C'est en vue du sommet Africa Forward qui réunira en mai 2022 le président de la République et les dirigeants africains. Diversité et diaspora. Mathieu Bock-Côté. Oui, alors la question que j'ai vu cette nouvelle, vous l'avez vu aussi, donc un haut commissariat à la diversité. Donc la question que je me pose voyant cela, c'est quel groupe devra-t-on représenter? C'est-à-dire, si je comprends bien, il faut y aller quand on lisait le papier dans l'opinion, on disait les Asiatiques. Est-ce que c'est les diversités déjà religieuses? Ah ben voilà, donc religieuses, ethniques, raciales. Est-ce qu'on doit par ailleurs traiter les Européens, tous les Français assimilés, donc les Portugais, les Italiens, tout ça, qui sont devenus des Français? Non mais la question que je pose, c'est si c'était un sujet... si ça n'était pas un sujet sérieux, on pourrait même demander pourquoi on n'y met pas les Bretons et les Corses. Mais ça va, alors la question que je pose, c'est que vous inspire cette proposition? Est-ce que c'est dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, ce multiculturalisme revendiqué? C'est le discours de 2017, de Marseille. Vous vous souvenez de ce discours? 2022 alors. Non, c'était en 2017 ou en 2022. Il y avait la réélection 2022, le grand il y a eu un discours meeting de Marseille alors, sur la colline. Non, c'est en 2017 à Marseille, vous avez raison. 2017 où il avait d'abord... les Comoriens, bonjour les Comoriens, bonjour, bonjour, etc. 2017, on a eu le droit pendant 3 minutes où tout d'un coup la France était devenue la France des origines, si je puis dire. Il y a au moins un sujet, c'est que je croyais que si on est dans la diversité et dans ce genre de pratique, c'est totalement contraire à la Constitution elle-même. Mais quand vous voyez ça, par exemple, il a toujours été considéré comme contraire à la Constitution, l'idée qu'on puisse avoir de la discrimination positive, qu'on puisse avoir des recensements ethniques, qu'on puisse faire des recensements sur lesquels on pourrait partir des origines. Tout ça est interdit. Et pourtant, il le propose. Et là, en quelque sorte, tout d'un coup, on a le sentiment d'une espèce de reconnaissance qui est totalement contraire à la République une et indivisible. Mais bon, ça va dans le sens aussi de certains députés LFI, dernièrement Madame Obono ou Monsieur Bilongo, qui justement, j'allais dire, vont sur ce terrain des différences ethniques, sur certaines ethnies qui seraient plus endurantes. Je cite Carlos Martins Bilongo. Voilà, on arrive à un sujet qui, pour l'instant, n'était pas... Et puis, cette question-là, elle doit être traitée déjà elle est déjà traitée par des dizaines d'administrations, pas au nom de la diversité ethnique, mais à travers toutes les problématiques d'intégration sociale, d'accès à l'école, etc. Donc en clair, on est en train de créer encore une administration de plus, qui va coûter je ne sais combien de millions d'euros, dizaines de millions d'euros par an, rien qu'en masse salariale, pour une efficacité qui, bien entendu... Et pourquoi il a fait ça, Emmanuel Macron, selon vous? Pourquoi il a annoncé ça? Mais parce que il faut qu'il existe, quoi. J'ai pas d'autre explication que ça. Mais est-ce qu'il y a on va évoquer la question, j'imagine, ukrainienne tout à l'heure. Je me suis posé cette question. Pardon, je change, mais il y a un truc qui m'échappe. Il a annoncé, dans le cadre de l'accord de paix, de la construction de l'accord de paix et des conditions de la réassurance de l'accord de paix, il est question pour l'Ukraine, pardon, il est question d'envoyer des troupes. Qui soient des troupes qui fassent la réassurance. Je suis bien entendu totalement hostile à l'idée d'envoyer des troupes tant qu'il n'y a pas d'accord de paix, comme il a évoqué il y a quelque temps. Ça, alors là, c'est une folie complète. Mais il faut fournir des armes, il faut permettre aux Ukrainiens de combattre. Il faut bien entendu considérer qu'il est inacceptable qu'il puisse y avoir une agression quelconque à tout autre pays, quelle que soit la position américaine. Mais vous aurez observé la différence de comportement de tous les autres pays, les 28 autour de la table, 27 autour de la table. C'est qu'aucun n'a annoncé de chiffres. Aucun n'a annoncé
quel serait le volume des troupes. Ah, mais ils vont au-delà de Quel serait ça. le machin. Les Anglais, les Britanniques disent des troupes seulement dans un pays de l'OTAN, donc pas en Ukraine. L'Italie dit pas de troupes au sol. Donc finalement, la coalition des volontaires est moins coalisée, moins volontaire qu'on le dit. Mais bon, très bien. Alors ça pose d'ailleurs toute la question de la détermination des Européens à assurer par eux-mêmes leur sécurité. Parce que franchement, quand tu as les Allemands qui augmentent leur budget militaire autant et dont la première décision est de dire ah ben non, nous on n'y participera pas, c'est quand même assez étonnant. Mais au-delà de ça, c'est quand même quand par exemple le Premier ministre britannique dit nous, bien entendu, on participera à la construction de la solidification de l'accord de paix, il annonce pas de troupes. Il dit on va y participer. Et je reviens... Eh bien nous, non, je termine. Et nous, on dit, nous on va mettre au moins 2000 hommes. Pourquoi 2000 On sait pas pourquoi 2000, mais bon, deuxièmement, c'est quoi Pourquoi le dire Ça fait partie de négociations qui sont des négociations internationales, diplomatiques. Et puis c'est remettre 100 balles dans la machine. Ça permet de dire à Poutine, eh ben, vous voyez, en vérité, les Européens sont agressifs à l'égard des Russes. Et donc de renforcer encore les exigences de Poutine. Et donc de créer les conditions du blocage d'un accord de paix. Donc je n'arrive pas à piger cette nécessité tous les matins de vouloir être au devant de la scène. Ce qui est d'ailleurs... Oui, mais attendez, parce qu'il y a d'autres moyens d'être sur le devant de la scène. Il y a énormément de chantiers qui ne sont pas réglés, et notamment le chantier de l'antisémitisme. Aujourd'hui, on a des juifs tous les jours par ça. français qui partent en Israël, qui disent « Moi, la France, je ne me sens plus en sécurité ». Il y a eu des témoignages tout à l'heure lors des pros avec Elliot Deval, avec une dame, une rescapée de l'hypercachère, qui disait « Moi, je ne peux plus vivre en France, ce sont des insultes antisémites tous les jours ». Il y a sur la table, par la ministre Aurore Bergé, les assises pour la lutte contre l'antisémitisme, qui avancent bon an, mal an, mais on n'a pas encore plusieurs résultats. Les actes antisémites sont toujours aussi grands. Pourquoi créer un haut commissariat à la diversité alors qu'il y a, par exemple, ce sujet-là qui n'est toujours pas résolu? Nous sommes d'accord, j'allais terminer par ça, en disant, mais où se situe la lutte contre l'antisémitisme, le sentiment de nos amis juifs et qui, chaque jour, se disent, mais est-ce que j'ai encore ma place en France? Ça, c'est pas traité, quoi. Je veux dire, et je pense que qu'est-ce qu'on fait pour ça, Hervé Morin? Qu'est-ce que vous feriez pour ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est toute la question de faire en sorte qu'on remette la République au milieu du village, quoi. C'est tout, quoi. Il y a la loi au milieu du village. De redonner de la fermeté, de l'autorité. Voilà. Donc ne pas s'asseoir, par exemple, sur un sondage de l'IFOP, vous avez 57% des jeunes musulmans de France qui disent qu'ils placent la loi de l'islam avant la loi de la République. Ouais. Là-dessus, je connais ce sondage, je l'ai vu. Je pense que quand on a... Parce que c'est les jeunes. oui. Je pense que quand on est jeune... C'est des jeunes qui vont voter en 2020. Ouais, mais quand on est jeune, parfois, on n'a pas forcément les bons repères. Ah, vous avez l'excuse facile. Non, parce que j'ai été jeune aussi. Quand vous étiez jeune, vous étiez un préjugé favorable. Que j'aurais Si on fait pas ce qu'on aujourd'hui. dit, dans ce cas-là, on supprime le vote à 18 ans. Le préjugé favorable envers la charia, c'est quand même original. Quoi? Le préjugé favorable envers la charia de ces jeunes, c'est quand même original. Oui, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr que les jeunes représentent la totalité de la communauté musulmane. C'est pas la question, mais ils en représentent peut-être un peu l'avenir. Si, quand même. Des gens qui vont voter en 2027. Ils sont manifestement plus religieux et plus attachés à la religion que leurs parents ou leurs grands-parents qui vivent en France. Vous l'avez constaté. C'est pas nouveau. Et vous l'expliquez Oui, mais qu'est-ce comment qu'on fait? On l'explique parce qu'on a été, j'ai déjà eu cette conversation, je ne sais plus sur quel plateau de télé, parce qu'on n'a pas eu, on a été lâche sur toute une série de règles, de lois, de textes sur lesquels on aurait dû être implacable. Voilà. Vous trouvez que la laïcité n'est Implacable à la pas respectée fois. en France? De dire la laïcité, on va s'y tenir, et on va s'y tenir jusqu'au Mais bout. c'est-à-dire que vous avez des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas forcément arrogants dans le sens où ils vont prendre des armes, ils vont tuer des mécréants, comme on le dit. Mais en revanche, ils sont dans le dogme de la religion. C'est-à-dire, ils disent, bah non, moi, en fait, je suis voilé, donc je suis voilé, c'est comme ça. Il n'y a pas de république ou de loi ou de quoi que ce soit qui doit se dire comme ça. C'est comme ça. Parce qu'ils ont baigné dans cette culture-là, et aujourd'hui, c'est très difficile de défaire. Et ce sont ces mêmes jeunes qui apparaissent dans ce sondage de l'IFOP, qui est un sondage très simple. Oui, mais je pense que quand on est jeune, on a des excès qu'on peut gommer, qu'on gomme aussi avec le temps. Donc vous êtes plutôt optimiste. Ouais, parce que j'ai été jeune et j'ai eu des excès, et vous aussi, c'est le principe de la jeunesse. Vous étiez quoi quand vous étiez jeune alors? C'est quoi vos excès? Vous étiez exagérément centriste? Attention, on est en train de faire le Wikipédia de... Non, mais cela dit, revenons-y un instant, parce que c'est important. Dans la mesure de la question de l'antisémitisme, c'est aujourd'hui une question centrale en France, et partout en Europe d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut dissocier cette question aussi des changements démographiques qui ont frappé l'Europe depuis quelques décennies? Eh bien, au moins Emmanuel Macron, dans son discours où il a évoqué ce haut commissariat, aurait dû au moins évoquer d'abord et avant tout la lutte contre l'antisémitisme et commencer par cela. C'était un discours aux ambassadeurs. La preuve, c'est que c'est tellement un discours ambassadeur qu'on en parle aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de faiblesse dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui? On en parlait avec l'émergence de grands empires, de grands blocs, de grandes puissances, que la France consente à sa fragmentation. Sur le mode, nous ne sommes qu'une multiplication de communautés de diaspora. Est-ce que les pays forts ne sont pas des pays qui assument leur identité plutôt qu'ils ne se fragmentent? Écoutez, vous voyez bien que la demande des Français est exactement inverse. Je constate que le président de la République voit les choses autrement et il ne manque pas de légitimité. La question du détachement, ou du moins de la décorrélation d'un dirigeant avec son peuple prend toute son ampleur quand on voit la fin de ce quinquennat. Donald Trump va avoir 80 ans en juin. Les midterms arrivent, il est à son dernier mandat. Ce self-made billionnaire sait qu'il lui reste 2 ans pour faire tout ce dont il a rêvé, rebâtir une Amérique forte. Alors il frappe fort. Il fait passer la doctrine avant le droit international, à tel point que la première réaction du président de la République en France à la capture de Nicolas Maduro a été de le féliciter. La question, c'est avec ces cartes rebattues, comment est-ce qu'on regarde la France? On est 7e puissance militaire, nous avons la dissuasion. Dans le même temps, nous tenons au maximum 10 jours en force conventionnelle dans un combat de haute intensité. Et quand je dis 10 jours, je vois votre mot parce que certains états-majors... Oui, mais on n'est pas tout seul. Un sous-marin nucléaire est dissuasif puisqu'il peut lancer un M51. Simplement, c'est 1000 fois la bombe d'Hiroshima en puissance. Est-ce que donc c'est une dissuasion muselée ou une dissuasion qui n'a que le nom? Non, c'est pas une dissuasion muselée qui n'a que le nom. Non, elle est totalement crédible, la dissuasion française. Elle est crédible, sachant que si on dissuade, si on décide de lancer un missile M51, on fait 1000 fois la puissance de Hiroshima. Mais l'idée de la dissuasion, c'est ce qu'on appelle une arme de non-emploi. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous protéger nos intérêts. Alors expliquez-moi, comment est-ce qu'on peut dissuader en disant on a une arme mais on ne va pas l'utiliser? Non, on dit cette arme, elle est pour assurer nos intérêts vitaux. Voilà, tant que nos intérêts vitaux... Donc on l'utilise, en dernier ressort, mais on l'utilise. Ah oui, d'accord, enfin bon, ok, mais le jour où on l'utilise, c'est l'apocalypse, hein. Mais faut quand même l'avoir en tête. Mais c'est ce que dit Poutine, justement. Vladimir Poutine dit de toute façon, si on commence à jouer. Mais c'est Armageddon. Juste avant Armageddon. Juste avant l'apocalypse, il y a d'autres étapes, non? Juste avant l'apocalypse, il n'y a pas d'autres étapes. En ce moment, je me permets d'y aller directement, la question du Groenland. Les États-Unis annoncent très clairement leur volonté d'annexer d'une manière ou de l'autre un territoire qui est lié à un pays européen, au Danemark. Dans les faits, qui est membre de l'OTAN. Donc c'est un choc direct, potentiellement militaire au sein de l'OTAN. C'est pas un choc. Est-ce que l'OTAN existe encore? Mais l'OTAN ne peut survivre à cela. C'est aussi simple que ça. S'il s'accaparait le Groenland, ce que vous voulez dire. Bien sûr. Ouais. On ne peut pas imaginer... Déjà, tout ça n'est qu'alibi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. La question du Groenland, c'est l'accès aux terres rares, c'est l'accès à des minéraux, c'est l'accès à tout ce qu'on veut, à des minerais et tout ce qu'on veut. Clairement, les militaires américains peuvent faire ce qu'ils veulent déjà au Groenland. Ils peuvent y mettre les troupes qu'ils veulent. Mais ils veulent quelque chose de plus. Du renseignement. Ils peuvent annexer le territoire. Ils veulent l'acheter d'abord. Ils proposent aux Inuits 10 000 à 100 000 euros. Non mais attendez, on n'achète pas des peuples maintenant. Ça n'existe pas. Ça. La proposition est sur la table. Oui, d'accord, mais enfin, tout ça n'a aucun sens. On n'est pas au 19e siècle. Alors que justement, c'est le sens que donne Donald Trump. Il renverse les cartes. Il bouleverse l'ordre mondial. Là où Emmanuel Macron s'est encore trompé sur les questions de politique étrangère, comme il s'est tellement trompé sur tellement de sujets en matière de politique étrangère. Je vous rappelle qu'on a fait le pari de l'Algérie au détriment de notre relation avec le Maroc, etc. Pour au bout du compte rien du tout. On s'est fait virer d'Afrique. Il a trouvé le moyen d'insulter des chefs d'État africains avec des plaisanteries à 3 balles, comme par exemple au Burkina Faso, souvenez-vous. Bon, bref, on a eu le droit à tout. Mais là, il a quand même été incroyable, c'est que il a été un des seuls à féliciter Donald Trump au lendemain de la capture de Maduro. Bon, en disant tant mieux pour la démocratie. Mais Trump, il s'en fout de la démocratie. C'est pas son débat.
Aujourd'hui, Donald Trump, Trump, il fait des affaires avec ses armes en partie, quoi. Enfin voilà. Mais- Donc là, et d'ailleurs, il l'a dit quelques heures après, il a dit, ça va permettre aux compagnies pétrolières américaines de pouvoir mettre la main sur 17% des ressources pétrolières mondiales. Et là, au Groenland, c'est exactement le même jeu qui joue. Bon. Vous fuyez un peu le sujet. Non, Est-ce que je l'Europe termine. et les États-Unis ont parlé les mêmes termes? Alors, je termine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que... Bon, là, c'est le constat. Trump est en train de mettre par terre l'ordre mondial bâti au lendemain de 1945. Ça, c'est une évidence. Bon, il respecte plus rien, la non-ingérence, le non-recours à la force, l'autodétermination des peuples, le respect des frontières, tout ça par terre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout ça. Souvenez-vous... Est-ce que c'est encore un allié? Est-ce que c'est encore... Alors... Souvenez-vous juste que comment on intervenait, par exemple, au Kosovo ou dans l'ex-Yougoslavie il y a 25 ans avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Alors Alors nous, Européens, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'idée, on sort de la vassalité dans laquelle on est entré il y a 50 ans ou 70 ans. Bon, 80 ans. On sort de la vassalité. Et nous, Européens, on décide que face aux immenses empires que vous évoquez, eh bien, nous reprenions notre destin et notre souveraineté. Ce sont de généreuses formules. Mais le jour où les Américains disent le Groenland est à nous, on envoie. Eh bien, c'est la fin. Cette semaine, On peut pas envisager l'utilisation de l'armée. On ne peut pas avoir l'article 5. D'accord. Que fait la France à ce moment-là? La France dit l'OTAN c'est terminé? On envoie des troupes au Groenland? Ça veut dire que l'OTAN est terminé. Ça veut dire que le traité En européen. même temps que les Nations Unies. Ça veut dire que tout est mort. Bah, c'est- mais vous voyez bien déjà dans quel état. Le seul fait, par exemple, moi j'aurais aimé que les Européens. Alors je pense qu'ils sont tétanisés par la question ukrainienne. Mais j'aurais aimé qu'au lendemain du Venezuela, les Européens saisissent le Conseil de sécurité. On a deux États membres, et les Britanniques. Ce que vous nous dites, c'est que parce qu'on a besoin de l'aide américaine en Ukraine, j'aurais aimé on a fermé notre bouche sur le Venezuela et on est en train de se faire sur le Groenland. J'aurais aimé que les Européens décident de faire une conférence internationale, de prendre en main les choses, de rappeler le droit, rappeler l'ordre mondial dans lequel on est. Mais non, ils l'ont pas fait. Même Emmanuel Macron, ils l'ont fait après. Jour 1, Emmanuel Macron félicite jour 2, Trump. Jour 1, il y a eu 2. Il dit il y a quand même le droit international. Jour 3, c'est Sébastien Lecornu devant l'hémicycle qui dit que finalement ni la méthode, il n'y a rien qui va. On a eu pire que ça. On a eu jour 1. Communiqué du Quai d'Orsay qui est forcément relu par l'Élysée et validé par l'Élysée, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, qui dit c'est pas bien, et 3 heures plus tard, un tweet de Macron qui dit c'est bien. Bon, mais tout ça impose aux Européens à mon avis, trois piliers majeurs de sa reconstruction. Le premier, c'est pas à Madame van der Leyen de s'occuper de ses affaires, ce sont aux États souverains. Ce n'est pas au sein de l'Union européenne qu'on construit l'Europe de la défense. Ce sont des discussions gouvernementales entre pays qui ont envie. Mais de quoi parle-t-on, Hervé Morin? L'Europe de la défense? Vous avez vu déjà, on essaye de construire un avion commun. Même il y a 2 avionneurs français qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Derrière, vous avez les Allemands qui disent nous, on va avoir le lead là-dessus. Les Français, et ils ont raison, disent on a quand même un savoir-faire, donc non. Enfin, de quoi, pardonnez-moi, mais de quoi parle-t-on? L'Europe de la défense? Eh bien, de l'Europe de la défense, qui est une Europe de la défense telle que quand j'étais ministre de la Défense, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, on a fait le traité de Lancaster. Le traité de Lancaster, qui est un accord entre les Britanniques et les... 2026, Hervé Morin, qu'est-ce qui reste du traité de Lancaster? Je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a des éléments qui sont secrets. Il y a des collaborations, il y a des coopérations entre États, ça se fait. Ça a été, vous parliez du Kosovo. J'étais soldat au Kosovo en 2001, il y avait effectivement des nations diverses qui étaient là pour collaborer, pour soutenir la paix. On doit faire des... Mais une collaboration, ça n'est pas une Europe de la défense commune. Mais je ne demande pas qu'il y ait une Europe de la défense commune, je demande qu'il y ait des États européens qui décident de relever la tête, à la fois dans leur esprit, pour sortir de cette espèce de vassalité dans laquelle on est rentré depuis des décennies, parce que l'Alliance Atlantique, ça nous allait bien, et deuxièmement, d'avoir trois éléments. 3 points. Le premier, un véritable effort sur le budget de la défense. Pardon de vous dire,
Mais moi, j'ai réuni les 50 entreprises en Normandie, sous-traitantes de l'industrie de défense, économie de guerre depuis 2021. Ils n'ont pas eu, je vous l'ai déjà dit, Une commande. une commande, 1 euro de crédit supplémentaire. Ce qui impose derrière d'avoir la construction d'un modèle économique dans lequel on est suffisamment en capacité de produire de richesses pour alimenter toute une série de politiques, notamment la politique de défense. Donc, premier point, être crédible quand on dit qu'on va augmenter le budget de la défense. Deuxième point, on décide de le faire avec des pays qui veulent aller de l'avant. Ça ne peut pas se faire au sein de la Commission européenne. Ça doit se faire dans l'intergouvernemental, je l'ai dit. Troisièmement, ça impose de bâtir une stratégie. Et quelle doit être la stratégie européenne? Quelles sont les zones majeures sur lesquelles on doit construire notre système de défense? On a en fait 2 grandes zones d'influence et 2 grandes zones de responsabilité. C'est prendre en compte la menace russe, faire en sorte que globalement, on ait au sein des Européens la capacité de pouvoir tenir et de pouvoir se faire respecter. Et deuxièmement, bien sûr, la zone africaine. Parce que la zone africaine, elle est aussi stratégique pour l'Europe. Bon, donc on a à bâtir cette réflexion stratégique et ensuite faire bâtir un outil militaire, un outil productif, donner les moyens de pouvoir avoir des munitions, d'avoir des missiles, de bâtir la défense. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Eh ben ouais, mais sauf qu'il sait, Monsieur Dupont, la menace en Russie, elle est imminente. Sauf que Monsieur Dupont, il sait rien fait. Moi, je connais pas un industriel en France qui peut vous dire, je peux aller voir une banque parce que j'ai des contrats et que ces contrats me permettent de pouvoir investir dans des nouvelles chaînes de production et de pouvoir former du monde. Merci. Ça n'existe pas. Hervé Morin, et bon dimanche à vous sur Europe 1 et sur CNews.